Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 8. Le réseau CRIS UNICEF. Parlons du CRIES, le Centre de recherche et d'information sur l'enfance et la sexualité. Le CRIES est un groupuscule de pédophiles qui s'amusait à tourner des films pédopornographiques, notamment dans les locaux de l'UNICEF à Bruxelles. Les peines ont été à minima et bien sûr, une grande partie des inculpés ont récidivé. Le CRIS, c'est quoi? Le centre a été fondé par Philippe Carpentier, ancien traducteur au parquet, donc au tribunal de Bruxelles, au début des années 80. À cette époque, pas si lointaine, où les pédophiles revendiquaient, comme les homos, la liberté sexuelle, oubliant que leurs partenaires sont des mineurs. D'ailleurs, ces mouvements de pédos veulent aussi abaisser la majorité sexuelle. Mais bref. Carpentier était un vieil amant du pasteur Doucet. Vous pouvez avoir des détails sur cette autre affaire, le pasteur Doucet et le centre du Christ libérateur, dans un autre podcast. Carpentier était donc un vieil amant du pasteur Doucet, ce pédo qui a disparu entre les mains des RG français en juin 90. Probablement parce qu'il connaissait quasiment tout le monde dans les circuits pédocriminels de l'époque. Le CRIS était donc un centre destiné à faire du lobbying pour la cause des pédos, par exemple en banalisant l'acte sexuel avec les enfants, qui selon eux, s'épanouissent dans les rapports sexuels avec de vieux pervers. Dans leur langage, ça donne, c'est le début de la citation, une relation amoureuse faite de tendresse et de sensualité épanouie peut être, pour les jeunes, quel que soit leur âge ou leur sexe, une expérience éminemment positive, si elle est vécue dans la liberté, à l'abri de toute forme de contrainte, mais aussi à l'abri des interdits et de la culpabilité que notre société attache encore trop souvent à la sexualité. Fin de citation. Ces types prennent vraiment leurs fantasmes pour des réalités, et ils sont complètement dingues. Ouvrez les guillemets. Si les enfants aujourd'hui nous fascinent, c'est que nous désirons retrouver à leur contact toute la richesse du vécu de l'enfance, par-delà notre propre jeunesse. Fin de la citation. Bien sûr, ils vous diront qu'ils ne font que répondre aux avances des gamins, et que si les choses se passent mal, pour eux ou pour l'enfant, c'est parce que l'entourage des enfants ne comprend rien à cet amour. Entre guillemets. Toutes ces théories fumeuses se retrouvaient dans la revue du CRIS intitulée L'Espoir. On fera au passage la remarque que le juge pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig, qui a été, on va dire, mouillé dans l'affaire du Choral, vous pouvez voir aussi un autre podcast sur le sujet, a, à la retraite, créé une association pour aider les enfants, évidemment, qui s'appelle Espoir. Passons. Mais le CRIS, c'est surtout un réseau de distribution et de tournage de films pédoporno, de photos et de prostitution de mineurs. On a retrouvé 4000 photos pédoporno lors de diverses perquisitions, mais seulement 25 victimes âgées de 5 à 16 ans. La plupart étaient là avec le consentement de leurs parents, mais pas tous. Et quand bien même, il fallait condamner les parents au lieu, comme on va le voir, de les acquitter systématiquement. L'affaire a été jugée en correctionnel en mars 88, c'est-à-dire comme s'il s'agissait de simples délits, au lieu d'être jugés aux assises, puisque les viols d'enfants sont des crimes. On a aussi retrouvé 800 noms de clients. Certains, comme le Suisse Bittmeyer ou Jean-Marc Houdemont, ont été interrogés, mais beaucoup n'ont jamais été dérangés, comme Jean-François Maclouf qui a tenu une maison pour enfants des rues à Katmandou. 17 personnes ont finalement comparu en 88 devant le tribunal correctionnel, car on a estimé qu'il ne s'agissait que d'attentats à la pudeur et d'outrage aux mœurs sur les enfants. Autrement dit, aucun de la douzaine de pédophiles impliqués n'aurait jamais touché aucun enfant, bien que certains étaient déjà des récidivistes. L'affaire médiatique. 17 personnes ont été jugées en première instance. Une douzaine de pédophiles qui s'échangeaient enfants et photos et quelques parents. Des parents qui ont prêté leurs enfants à des pédos avec une rare complaisance, qu'ils soient débiles ou appartenant aux catégories aisées. Et qui finalement n'ont pas eu de condamnation. En première instance, Carpentier avait pris 9 ans ferme. Weber, 10 ans, Drigueux et Felu, 8 ans, Delporte, 6 ans, Mesureur, 4 ans. Mais Verbeek, le patron de l'UNICEF, n'avait pris que 2 ans de sursis, ce qui n'a pas empêché le quotidien Le Soir de qualifier cette peine de, entre guillemets, lourde. En appel, Verbeek a carrément été acquitté.
Carpentier n'a pas eu de chance, il a ramassé 1 an de plus et est mort en prison. Drigueux et Felu ont pris 2 ans de plus, Jacques et Decré aussi. D'après André Roge, un détective embauché par le commissaire bruxellois Yves Zimmer pour enquêter sur le CRIS, l'affaire du CRIS ne devait pas aboutir, car Zimmer lui a dit que certains clients sont très haut placés. D'ailleurs, il semble que Jean-Paul Dumont, pédophile impliqué dans le réseau pédophile d'élite belge et qui a à son actif plusieurs meurtres d'enfants, était l'avocat de certains des accusés, parmi lesquels Georges Dessy, qui n'a finalement pas été envoyé au tribunal. Claude Drigue, présenté comme un producteur de films, est un récidiviste. Selon l'acte d'accusation du procès, en première instance en 88, et l'accusation se fait toujours à minima, on lui reprochait des attentats à la pudeur, avec violence ou menace, sur 2 mineurs de moins de 16 ans et d'outrage aux mœurs sur 3 autres. Il a pris 8 ans en première instance, 10 en appel, et est sorti au bout de 5 ans. Olivier Rallet a pris 1 an de sursis et n'a fait que 2 mois de préventive. Il est passé entre les mailles du filet parce que les seuls jeunes avec lesquels on a pu prouver une relation avaient 18 ans lors des relations qui ont été prouvées. Donc, il n'a pris son sursis que pour incitation à la débauche pour les photos. Jean-Claude Weber a pris 10 ans en première instance pour attentat à la pudeur avec violence ou menace sur mineurs de moins de 16 ans et de plus de 16 ans, 7 victimes officielles. Au moment du procès, il était déjà en prison à Montpellier où il avait déjà pris 6 ans pour une autre affaire. Il a été extradé et a pris 9 ans en 91 pour l'affaire du CRIS. Lui aussi était récidiviste, il avait déjà été condamné en mars 82 par la Cour d'appel de Bruxelles, à 4 ans de prison pour attentat à la pudeur et violence. Toutefois, le tribunal l'avait qualifié en 88 de pervers et de danger social. C'est Weber qui était membre du mouvement pour la libération des pédophiles, qui avait soufflé à Carpentier l'idée de créer la revue Espoir. Et il a laissé le CRIS s'en occuper puisqu'il était en prison. Ensuite, il est passé pour le directeur artistique du CRIS. Mark Van den Bosch profitait de ses activités de scoutisme pour avoir des relations sexuelles avec 2 frères de 14 et 16 ans que leur père lui confiait régulièrement. Mais bizarrement, le tribunal a estimé qu'ils étaient capables de manifester leur consentement. Du coup, on a considéré qu'il ne s'agissait pas de viol. Et Van den Bosch a même obtenu une réhabilitation en 93, ce qui l'a probablement aidé à pouvoir devenir infirmier. Et ce qui interdisait à la justice d'en tenir compte pour des dossiers ultérieurs, qui, on va le voir, ne manqueront pas de survenir. Christian Jacques, qualifié de pédophile sadique, a incité son fils à la débauche ainsi que d'autres enfants. On a retrouvé chez lui des images le montrant en train de violer des gosses, mais bizarrement, on n'a retenu contre lui aucun viol. Il était le bras droit de Carpentier au CRIS et avait déjà été condamné en 85 pour pédophilie par le tribunal correctionnel. Il a pris 6 ans de prison en première instance et 8 en appel. Michel Felu a pris 8 ans puis 10 ans en appel, le maximum en correctionnel, et était récidiviste. Il avait été interné sans procès puis libéré. D'après l'acte d'accusation, il était, je cite, la cheville ouvrière des échanges d'enfants paraît en l'espèce être Michel Felu, qui est de toutes les parties, de tous les voyages, principalement en compagnie du prévenu Michel Decré. Fin de citation. Pourquoi n'a-t-on retenu contre lui que des attouchements? Les magistrats ajoutent, j'ouvre les guillemets, le CRIS apparaît à la lumière des éléments de la procédure être en fait une couverture pour un circuit de prostitution de jeunes enfants. Fermez les guillemets. Pourquoi n'a-t-on pas retenu la prévention de proxénétisme contre les prévenus? Quoi qu'il en soit, Felu réalisait au minimum des albums photos des enfants diffusés via le réseau CRIS, mais aussi le réseau Spartacus, ou encore celui du pasteur Doucet, qui disait appartenir à la Grande Loge de France, donc à la franc-maçonnerie, mais en aurait été radié, soi-disant en 82, tous en interconnexion. Les pédos n'avaient plus qu'à choisir leurs victimes, et il semble qu'on pouvait les fournir, puisqu'il est question de voyage de Felu. Pierre Delporte, après 6 ans, puis 8 ans en appel, il était aussi en récidive, mais après sa libération, il a continué à ramener des garçons au domicile familial afin de les violer. Il a été qualifié d'intelligent, violent et pervers. Jacques Delbouille, fossoyeur d'un cimetière communal, qui se faisait passer pour écrivain public et père de famille, a pris 1 an, mais n'a fait que 5 jours de préventive. En fait, il a seulement été condamné pour rébellion et détention d'armes non déclarées, ce qui est quand même très peu. Michel Decré, juriste et traducteur qui a travaillé au ministère de la Justice,
avait pris 7 ans en appel. Il faut dire qu'on lui reprochait d'avoir organisé des partouzes, au cours desquelles des enfants n'étaient donc pas violés, puisque la justice a estimé que là encore, il ne s'agissait que d'attouchements et d'attentats à la pudeur avec violence, y compris sur mineurs de moins de 10 ans. Le routier Bernard Van Merbeek a pris 3 ans de sursis. On a considéré qu'il ne faisait pas partie de la clique du CRIS. Pourtant, comme la plupart des inculpés dans cette affaire, il a recommencé ses saletés. La mère d'une des victimes, Viviane H., a été acquittée car, je cite, les faits reprochés à la prévenue doivent être considérés sous l'angle du souci qui habite certains milieux aisés de paraître branchés. Fin de citation. Elle a pourtant loué ses 2 enfants au taré de ce réseau. Marie-Paul H., mère d'un jeune qu'elle a laissé se faire violer par mesureur, qui vivait chez elle, pendant des années, parce qu'elle était amoureuse de mesureur et ne voulait rien voir. Elle n'a pris que 3 ans de sursis, puis a été acquittée. Pourtant, dès les 11 ans de son fils, en 83, elle le confiait chaque week-end à mesureur, alors qu'elle savait très bien ce qui se passait. Elle a même fait placer son fils aîné quand mesureur est revenu vivre au domicile en 85, car elle estimait que les problèmes venaient de lui. En fait, il semble que la base du réseau soit constituée d'un quatuor: Carpentier, fondateur du CRIS, Joseph Verbeek, le patron de l'UNICEF Belgique, Felu, qui fournissait les enfants, et Weber, qui avait un bon carnet d'adresses. Verbeek a failli se faire coincer. 2 ans de sursis en première instance, acquitté en appel, parce qu'il a eu la mauvaise idée d'embaucher un certain Michel Felu, pédophile déjà condamné comme homme à tout faire. La version qu'a donnée la justice est que Felu, qui squattait le sous-sol des locaux de l'UNICEF, avait carrément aménagé un studio de pédopornographie et que les gamins allaient et venaient dans ce studio pendant des années, sans que Verbeek ne soit au courant de rien. Les soirs et les week-ends, entre 82 et 86, des enfants allaient et venaient dans cette cave de l'UNICEF qui sentait le fauve. D'ailleurs, les employés avaient demandé des explications. Pourquoi Felu restait-il 24 heures sur 24 dans ses sous-sols? Pourquoi personne ne nettoyait jamais alors qu'en principe c'était sa mission? À tel point qu'une seconde personne a été embauchée pour faire le travail que Felu ne faisait pas, etc. Verbeek n'a jamais donné de réponse. Il était, je cite, sourd à toute remarque qui aurait pu remettre en question la présence de Felu au sein de l'UNICEF, lit-on encore. Pourtant, Felu était bien embauché en réinsertion par pur humanisme, a déclaré Verbeek aux enquêteurs. Verbeek n'a cessé de se contredire et de donner de fausses explications sur ses liens avec Felu, et donc avec tous les autres. La stratégie a payé puisqu'il a donc été acquitté en appel. Lors des perquisitions au siège de l'UNICEF, des données avaient été effacées des ordinateurs qui servaient au CRIS. Il existait en effet un programme donnant accès à une base de données reprenant tous les enfants victimes du réseau à laquelle Felu avait accès d'après l'une des victimes. Felu a confirmé qu'un tel fichier existait, mais Carpentier a quant à lui affirmé qu'il n'existait pas de listing d'enfants. On sait aussi que Verbeek a ordonné un grand nettoyage de la cave après une perquisition qui était censée avoir permis de tout embarquer. Quant aux témoins, ils ont été victimes de pression de la part de leurs employeurs, y compris les nouveaux chefs de l'UNICEF Belgique, si bien que le tribunal, au lieu de pousser les recherches sur les collusions entre les prévenus et ceux qui font ces pressions, a simplement décidé de cesser de les interroger. L'enquête aurait dû continuer en France, puisque les investigations côté belge ont permis d'établir que Maurice Balland, qui dirigeait l'antenne française du CRIS, tenait à jour la liste des enfants victimes du réseau. On sait aussi qu'un certain nombre de clients français étaient dans les listings du CRIS, et même que certains se déplaçaient jusqu'à Bruxelles pour violer des enfants proposés par les pédos liés au studio de l'UNICEF. Ainsi, je cite, il est écrit dans l'acte d'accusation du procès du CRIS, les mérites d'un des Carçonnais avaient, grâce aux rencontres réalisées au sein des activités du CRIS, dépassé la frontière et décidé un pédophile de nationalité française à venir à 2 reprises en Belgique pour faire sa connaissance et enfin passer une nuit en sa compagnie au domicile et avec l'assentiment intéressé des parents de l'enfant. Fermez les guillemets. Cet enfant et sa sœur étaient voisins de Michel Felu, et celui-ci les louait, à qui voulait, pendant des années. Mais la Belgique n'a jamais jugé utile de transmettre le dossier aux autres pays concernés. Ils ont refait parler d'eux. Michel Mesureur, ancien membre du CRIS, médecin psychiatre et pédophile, ami de Carpentier, s'est fait attraper en 1997 pour détention d'images pédopornographiques. Il a pris 1 an de sursis, puis il s'est à nouveau retrouvé sur le banc des accusés en 2008, 20 ans plus tard. Mesureur bénéficie d'une grande clémence de la justice. L'époque du CRIS déjà,
il n'avait fait que 2 ans de prison, la moitié de sa peine, et a obtenu sa réhabilitation par la suite. En 2006, le FBI avait découvert un site appelé Little Boy, sur lequel des Belges faisaient marcher leur carte de crédit. Parmi eux, Mesureur. Placé sous mandat d'arrêt en juin 2006, il a pris 1 an ferme. Claude Drigg passe pour une victime de la cause sur BoyWiki, une page Wikipédia, pseudo-Wikipédia, pédophile. Et aussi dans la revue L'Espoir, un portail pédophile soft qui vise surtout à faire de la propagande. Il avait déjà été condamné en 82 pour des faits similaires et libéré en conditionnel en avril 85. Directement à sa sortie, il a commencé à recruter des ados pour faire des films et organiser des répétitions qui finissaient en orgie. Condamné à 10 ans pour l'affaire du Chris, il a fui en Thaïlande dès sa libération conditionnelle, après 50 tôles en 87. Et il est allé directement à Pattaya, chez son ami Michel Rosor. Pattaya, c'est une ville qui ressemble à un bordel géant pour vieux amateurs de chair fraîche, le paradis des pédophiles. En 2009, il était défendu par 2 ténors du barreau belge quand il a été accusé d'avoir tenu des bordels avec des mineurs en Thaïlande. Une 40aine de victimes étaient recensées. Il tenait ses bordels avec son ami pédo Michel Rosor et avait été expulsé en 2002 quand les autorités thaïlandaises ont découvert cette activité et le dossier a été transmis à la justice belge. Drigueux a lui aussi bénéficié d'une grande bienveillance de la justice. En 2011, il avait été condamné à 6 ans ferme pour avoir prostitué des dizaines d'enfants dans des bordels thaïlandais, mais n'avait pris que 5 ans en appel. Et il a été acquitté en cassation. Au final, il n'a presque jamais été en prison, malgré 3 procédures pour les mêmes faits. Le dénommé Michel Rosor est très intéressant. Il a été cité dans le dossier du Christ par Weber qui disait lui envoyer des vidéos, mais n'a jamais été inquiété dans cette affaire. Il a pris la fuite avant d'être arrêté pour comparaître dans les bordels à Bruxelles. Avant cela, lors de l'affaire du Chris, les flics apprennent que Rosor tenait un commerce de poissons exotiques qui permettait de faire transiter des quantités de cassettes pédophiles. Dans les années 70 et 80, Rosor était probablement protégé, puisque c'est lui qui fournissait les enfants pour les partous de la région bruxelloise. En 97, il est cité devant le tribunal de Draguignan pour un réseau de trafic d'enfants asiatiques et roumains et diffusion de pédopornographie avec 6 autres accusés. Des documents trouvés 3 ans plus tôt chez un curé du Var portaient sur la création d'un orphelinat en Roumanie, ainsi que des cassettes avec des actes de torture et de barbarie contre des enfants, sur lesquels on identifie bien Rosor. Le principal inculpé, un certain Chaban, va déclarer connaître Michel Rosor comme étant, je cite, un riche pédophile belge résidant à Pattaya en Thaïlande qui informe régulièrement les amateurs d'enfants sur les possibilités de tourisme pédosexuel en Asie et envoie des photos de mineurs. Fermez les guillemets. En outre, un proche de Rosor a déclaré que le pédo se vendait de bien connaître Marc Dutroux. De fait, selon un témoin interrogé en février 1997 dans le cadre de l'affaire Dutroux, évidemment il y a un podcast consacré à l'affaire Dutroux que je vous conseille d'écouter, Rosor était alors un pédophile notoirement connu en Thaïlande et était en relation avec Dutroux. D'après ce témoin, Rosor envoyait des enfants en Norvège sous prétexte d'adoption. En outre, d'après le procès-verbal, Rosor dit qu'il ne craint rien en Belgique car il a des appuis. Étrangement, dans le sommaire de tous les procès-verbaux, l'agent Pourbet qui a interrogé le témoin a mis « pas de lien avec Marc Dutroux ». Mais il n'est pas à son procès. Olivier Rallet a été condamné à 1 an de sursis pour le Chris, puis a été acquitté. Lors de l'enquête sur Dutroux, une perquisition a été effectuée chez lui à Bruxelles. On y a trouvé de nombreuses photos artistiques d'enfants nus, de 8 à 16 ans, dont la plupart fréquentaient l'école de Crowley, et pour lesquels les parents étaient d'accord, du moins la plupart du temps. Rallet s'est fait connaître dans cette école parce qu'il y faisait des photos de classe. Entendu en août 1996, il a expliqué être totalement innocent dans l'affaire du Chris. Ainsi, il explique, je cite, « Un certain Philippe Carpentier, qui avait créé le Chris, m'avait demandé de recevoir chez moi en 1983 un certain Michel Decré, qui voulait voir des photos de mon exposition, des nus d'enfants, à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, en 1978. Comme il s'agissait d'un personnage malsain que j'avais mis à la porte de chez moi, lorsqu'il a été arrêté dans le cadre de l'affaire du Chris, il a fait une déclaration selon laquelle il pensait que j'étais pédophile. » Fin de citation. Ben voyons.
Les photos saisies lors de l'affaire Ducris ont à nouveau été saisies en 1998, tout simplement parce que la justice les lui avait rendues. Jean-Claude Weber, qui avait été prévenu en 1991 qu'il recommencerait s'il n'était pas soigné, a en effet recommencé. En 2007, il a été condamné à Bruxelles à 10 ans de prison ainsi que 10 ans de mise à disposition du gouvernement, c'est-à-dire de l'internement, pour viol sur mineur de 15 ans et attentat à la pudeur avec violence et menaces sur 10 hommes tout juste majeurs. Mark Van Den Bosch, devenu entre-temps infirmier, n'avait pris que du sursis dans le dossier du CRIS. En 1998, on a retrouvé sur ses ordinateurs 10 millions de fichiers pédoporno. En 1998. Encore une fois, ce n'est pas la justice belge qu'on le doit évidemment. C'est la police brésilienne qui a demandé son extradition en 2010, évidemment refusée par la Belgique, pour des viols sur 13 garçons, et cela de 2002 à 2006. Van Den Bosch aurait aussi violé 5 mineurs en Pologne après 2006, et encore 5 en Belgique dans les années 80-90. Il a été sous le coup d'une enquête pour pédopornographie car, avec un autre pédophile, il avait gagné la confiance de parents du voisinage et en profitait pour faire des images. Pour cela, il n'a eu que 2 ans de sursis, car là encore, on a évité de parler de viol. La clémence envers lui vient très certainement du fait qu'il possède des listes de pédophiles actifs. Jacques Delbouille, le fossoyeur, a refait parler de lui en 2001, quand il s'est fait avoir pour un trafic d'images pédoporno avec Michel Decré, aussi condamné dans l'affaire Chris, et 2 comparses, Jacques Becker et Danny de Versen. On a trouvé chez Delbouille et ses copains 15 mètres cubes de matériel pédoporno, bien qu'il ait eu le temps d'en évacuer une partie. D'ailleurs, il avait aménagé des caches pour y mettre des images les plus hardes. De toute manière, la justice a dit qu'elle n'avait pas pris toute la mesure du réseau qu'elle pensait avoir découvert. Pourtant, lui et Decré ont été libérés en préventive. À cette époque, Delbouille était entré en politique et avait été candidat écolo au communal. Delbouille était aussi un proche de Bernard Weinstein, cet ami de Dutroux, qui en savait beaucoup sur les enlèvements, mais qui a fini assassiné grâce à des tartines au rohypnol beurrées par Michel Martin, la femme de Marc Dutroux, aujourd'hui en liberté. Mais Delbouille est passé chez Écolo après avoir démarré à la Ligue chrétienne belge, un groupe de fachos cathos créé en 1992 et autodissous en 2000, pour lequel Delbouille se disait conseiller juridique. Delbouille, gardien de l'ordre moral. On rêve. Delbouille se revendique aussi d'une petite église dissidente du mouvement inchiste, un groupe sectaire basé dans le sud de la France pour lequel il a demandé des privilèges fiscaux confessionnels. Bernard Van Merbeek avait pris 3 ans de sursis dans l'affaire du CRIS. Et voilà qu'en 1999, il prend 10 ans ferme cette fois, pour viol sur 4 garçons de 10 et 11 ans. Comme Felu, il se liait d'amitié avec les parents pour emmener les enfants le week-end, puis pendant les vacances. Il les violait et prenait des photos sadomaso. Il a à un moment été soupçonné de la disparition de Nathalie Geijbrecht en février 1991. On a aussi parlé de Jean-Marc Houdemont, ce cinéaste, entre guillemets, recyclé dans le commerce de poissons exotiques, qui avait été interrogé dans le cadre de l'enquête sur le CRIS car son nom figurait dans le carnet d'adresses du réseau. Il a aussi été mêlé à l'affaire de la disparition d'Elisabeth Brichet, car il vivait à côté de chez elle et était déjà connu pour ses activités pédophiles. Houdemont fait partie de ces nombreux témoins qui ont eu la bonne idée de mourir avant de témoigner dans l'affaire Dutroux, en l'occurrence d'un accident de voiture en février 1997. Alors que justement, il avait téléphoné aux flics la veille pour faire des révélations. Comme il n'y avait pas de traces de freinage, on a conclu au suicide. Le père d'Houdemont et celui de Dutroux ont vécu à la même époque, dans le même village, en République démocratique du Congo. On soupçonnait Houdemont de trafic d'images pédoporno, comme celle qui se trouvait dans son chalet, incendié en 1990. Le Suisse Beat Meyer était aussi sur la liste des clients du CRIS, et pour cela, il est arrêté à Douvres en 1987. C'est un pédophile anglais qui a beaucoup de relations, comme Warwick Spinks. Vous pouvez voir ça dans un autre podcast consacré notamment au réseau des Pays-Bas et anglais. Donc, Warwick Spinks, un autre pédo anglais qui a trafiqué des gosses en Angleterre, aux Pays-Bas, puis en République tchèque, et qui en aurait même tué quelques-uns. Meyer s'est fait attraper pour avoir amené un petit anglais de 12 ans en Suisse, afin de le violer et de le torturer. La scène a été filmée, et les flics sont tombés dessus. En conclusion,
On observe que 8 des inculpés pour le CRI sont récidivés, et aussi qu'une bonne partie avait déjà des antécédents. On note aussi que le réseau du CRI s'était manifestement connecté avec d'autres réseaux tout aussi néfastes, comme celui de Doucet par exemple. L'impunité règne, et ces types, une fois en liberté, continuent leurs activités, rencontrent d'autres pédos reliés à d'autres réseaux également protégés, etc. D'où la nébuleuse de réseaux qui s'entrecroisent, pour le plus grand malheur des enfants qui servent de matière première à cette industrie florissante.